Bonsoir à tous. Merci de vous être déplacés ce soir pour donc, cette deuxième table ronde qui entoure l'exposition Claire Bretéché que je vous invite tous à venir voir dans la bibliothèque. Donc, ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Élise Muller, Adrienne Boutang et Vanida pour donc, cette table ronde, les visages de l'adolescence, au départ, mais je vais tout de suite refermer un peu la problématique pour dire que ce soir, nous allons parler des adolescentes, puisque ce sont plutôt la spécialité de nos trois intervenantes. Donc, deuxième table ronde, une troisième la semaine prochaine dans le cadre du cycle Place aux revues, la BD passe en revue, je vous en parlerai à la fin. Et donc, je vais tout de suite passer la parole à Élise, qui va vous présenter les intervenantes ainsi que le déroulé de la soirée. Et ensuite, nous passerons à vos questions, voilà les questions de la salle. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Donc effectivement, visage de l'adolescente au féminin. Alors l'idée de départ, c'était le personnage d'Agrippine qui propose, une bande dessinée qui propose une caricature aussi bien des adolescentes que des adultes et puis du regard qu'ils se portent les uns sur les autres. Donc on avait envie d'aborder ensemble cette question du regard. Et puis aussi, c'est de la question des stéréotypes. Parce que souvent, justement, ces images, effectivement, sont caricaturales, stéréotypées, et c'est intéressant d'aller se plonger dans ces représentations. Donc, par exemple, on a la question du dedans et du dehors avec Agrippine, parce que celle qui l'a créée porte un regard amusé sur elle. Et puis là, on devine aussi la question de la relation entre les parents et les adolescents, de l'incompréhension, ce qu'on entend souvent dans les discours, cette impression de ne pas parler le même langage. Alors, pour revenir à notre Agrippine, elle emploie un vocabulaire typiquement adolescent, à moitié inventé, toujours assez stéréotypé, et qui fait que elle parle le langage de ses pairs finalement. Chez les adolescents, on constate régulièrement ce besoin de se sentir être ensemble, de partager les mêmes expériences, et donc on disait d'avoir un langage commun. Alors ce soir, on avait envie de s'interroger sur les représentations des adolescentes. Qu'est-ce que ces représentations peuvent nous apprendre sur l'état actuel de la société, et puis on se demandait comment est-ce qu'on se les figure nous-mêmes, ces adolescentes, et comment elles se figurent elles, leur visage, et comment elles imaginent qu'on se représente l'adolescence avec nos yeux d'adultes. Et puis l'idée, c'était évidemment de mettre à mal certains clichés autour de l'adolescence. Voilà. Donc ce soir, on va échanger avec Vanida, qui est dessinatrice, qui est issue des Beaux-Arts de Tournai en Belgique. Elle travaille à Lille dans un atelier qui s'appelle La Malterie, avec d'autres dessinateurs de bande dessinée, notamment François Duprat, avec lequel elle a dessiné L'Année du Dragon. Elle est influencée par les mangas et puis aussi par la bande dessinée indépendante. Et donc, elle réalise en noir et blanc la trilogie intimiste qui s'appelle L'immeuble d'en face aux éditions La Boîte à Bulles. Et puis aussi la trilogie adolescente qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, qui s'appelle Celle que et qui a été ensuite rééditée en couleur sous le titre de Valentine. Sa dernière bande dessinée, en couleur directe cette fois, s'intitule Un petit goût de noisette et est un recueil d'histoires d'amour qui est paru en 2014. C'est ça ? Oui. Actuellement, elle travaille sur un projet qui se passe au Laos, qui est le pays dont est originaire son père, donc qui sera publié aux éditions Futuropolis, et puis aussi sur un one-shot qui parle du métissage aux éditions d'Argo. Et elle prépare enfin aussi, en tant que scénariste, une nouvelle collaboration avec François Duprat au dessin pour les éditions La Boîte à Bulles et une collaboration avec Nicolas Ittori sur un nouveau projet adolescent pour les éditions d'Argo. Voilà. Donc on l'écoutera tout à l'heure en fin de séance. On va commencer par Adrienne. Donc Adrienne, elle est agrégée de lettres modernes et ancienne élève de l'École normale supérieure de Paris. Elle a été étudiante puis chargée de cours à l'université de Berkeley en Californie.
Et elle a soutenu en 2012 une thèse de cinéma à l'université Paris 3 Sorbonne Nouvelle, sous la direction de Laurent Julier, intitulée « Jusqu'où peut-on aller trop loin ? Transgression et seuil de tolérance dans le cinéma américain ». Voilà un titre qui en dit long. Elle a travaillé sur la censure dans le cinéma nord-américain contemporain et donc sa thèse portait justement sur les représentations transgressives dans le cinéma américain depuis les années 80 jusqu'à aujourd'hui. Et c'est donc par ce biais qu'elle a commencé à s'intéresser aux adolescents et notamment au travers de la panique sociale qui entoure leur corps. Elle a publié plusieurs articles et puis un ouvrage intitulé Les Teen Movies qu'elle a écrit avec Célia Sauvage, publié aux collections Cinéma et Philosophie chez Vrin en 2011. Aujourd'hui, elle s'intéresse également à cette question au travers d'autres médias et elle s'interroge sur la construction stéréotypée qui obéit à des normes esthétiques et psychologiques assez rigides et contraignantes. Elle utilise et interroge le concept du gracieux qu'elle oppose au disgracieux. Et donc ce soir, elle voulait aborder cette question des visages de l'adolescence sous deux angles. L'angle du regard, de l'intérieur, donc sans chercher à esthétiser ou à être nostalgique ou alors se lancer dans des projets fétichisante et donc en opposant le gracieux au disgracieux. Et puis l'autre angle, c'est la question du corps, la question de la représentation du corps à travers des images de jeunes filles mal dans leur peau ou confrontées à leur propre image. Je vais lui laisser la parole. Merci. C'est une bonne présentation. Alors normalement, j'ai des images qui apparaissent derrière moi. Alors c'est vrai que j'avais envie de parler aussi parce qu'on partait d'Agrippine et des personnages de Bretéché. J'avais envie moi j'ai pas mal travaillé sur la jeune fille, ce que c'était qu'être une jeune fille, l'idée de grâce, de charme, la métaphore de la chrysalide, du papillon, etc. Et ce qui est marrant, c'est qu'en partant de Bretéché, je me suis dit finalement c'est pas du tout la jeune fille au sens où on l'entend, au sens de personnage éthéré, gracieux, délicat. C'est ce qu'on voit derrière moi, c'est-à-dire ce personnage d'Agrippine qui est tout sauf gracieux et qui correspondrait plutôt à l'idée qu'on se fait de l'adolescente. Donc cette distinction entre jeune fille et adolescente, c'est pas moi qui l'a fait, c'était une distinction qui a été faite et très juste, je pense, par Alain Bergala. Et ce qui est intéressant dans l'adolescente, c'est que c'est le même âge que la jeune fille, mais très différent. Parce que, j'ai envie de dire, avec la jeune fille, on en reste à la chrysalide. Ça devient jamais vraiment un papillon, elle n'est pas très gracieuse, et surtout, et c'est évident dans l'image d'Agrippine qu'on a là, c'est une image de jeune fille qui est pas du tout à l'aise par rapport à sa propre image, qui se regarde dans le miroir, qui se reconnaît pas tout à fait, qui est pas sûre de qui elle est, et qui est pas du tout satisfaite par son corps. Alors que la jeune fille, au contraire, c'est celle qui est pas du tout consciente de son image, qui est gracieuse, spontanée, sans avoir à y penser. Et donc les personnages de Bretéché, donc il y a Agrippine, mais avant Agrippine, il y a eu Cellulite. Je ne sais pas si je vous en ai mis un exemple ici, mais c'était un peu le même genre de personnage. Enfin bon, le nom parle de lui-même, hein, donc c'est un personnage de jeune fille romantique, mais qui s'appelle Cellulite, donc qui passe son temps dans un château à rêver qu'un prince charmant va venir la chercher, et qui là encore est un personnage qui est conçu comme étant pas du tout gracieux, donc essayant de prendre des poses très gracieuses, mais l'étant jamais vraiment. Et aussi bien pour Agrippine que pour Cellulite, mais plus pour Agrippine, si je me trompe pas, j'ai lu que Bretéché disait qu'elle avait jamais fait ses personnages féminins, surtout avec des seins, et qu'elle avait commencé à dessiner ses personnages avec des seins lorsqu'elle avait fait une adolescente. Et je cite ce qu'elle disait, en gros, elle disait j'ai vu que les adolescentes étaient à la fois très fières et très mal à l'aise par rapport à leurs seins, comme une sorte d'émergence de féminité qui les dépassait complètement. Et c'est comme ça qu'elle avait eu l'idée de changer son style, en fait, son style graphique. Et donc voilà, c'est ça qui m'amusait, c'était réfléchir à ce corps-là qui est un corps complètement débordant, comme le disait Élise, un corps où la jeune fille est mal à l'aise avec elle-même et qui est en fait pas du tout perçue de l'extérieur, parce que la jeune fille, c'est un regard qui est perçu par des gens qui se disent c'est une jeune fille, c'est gracieux, c'est un âge merveilleux, etc. Je pense pas du tout que ce soit une perception, faudrait demander à l'anthropologue, mais que ce soit la perception que les jeunes filles ont d'elles-mêmes, que les adolescentes ont d'elles-mêmes, c'est plutôt un corps qui est un corps troublé, perturbé, pas du tout content de lui-même.
Et c'est à ça que j'avais envie de m'interroger, à ce corps qui est en fait au bord de la monstruosité et qui en tout cas a toujours assez peur de lui-même. Donc là, il y a des images donc d'Agrippine de Bretéché, mais j'en ai quelques autres. C'est une auteure que j'aime beaucoup, qui est une auteure américaine indépendante qui s'appelle Lynda Barry. Et elle a en gros tous ces dessins, c'est des dessins qui sont toujours au bord enfin pas au bord, qui sont des dessins complètement dans la caricature. Et alors à gauche, je suis désolée, c'est un livre qui a pas été, c'est une BD indépendante et à ma connaissance, elle n'a pas été traduite celle-là précisément en français. À droite, on a donc les gamines qui sont les héroïnes de l'histoire. C'est une histoire qui est très inspirée par la vie de Lynda Barry, donc qui est assez autobiographique. Et souvent, c'est ça en fait, les récits juste sur l'adolescence, c'est souvent des femmes qui se souviennent de l'adolescente qu'elles ont été elles. Et donc qui sont, j'allais dire, au ras des pâquerettes. Et donc à droite, c'est deux gamines qui rêvent qui sont confrontées à leurs idoles absolues, qui sont deux adolescentes dont elle dit à l'école, les samedis matins, il y avait des leçons de pom-pom girl qui étaient données par deux adolescentes glamour, Lila et Barbe, nos idoles parfaites, les filles les plus parfaites du monde, nos héroïnes absolues. Donc à gauche, on a cette image des jeunes filles qu'elles aimeraient devenir, hyper sexualisées, hyper glamour, très bien coiffées. Et puis à droite, il y a les deux gamines qui essayent désespérément de rejoindre cet idéal-là et qui n'y arrivent pas très bien en fait. Donc qui essayent d'imiter un modèle corporel qui est pas du tout elles. Et donc elles sont là avec leur corps qui est encore un corps de petite fille entre les deux, mais qui se cherchent pour devenir autre chose. Voilà, donc les images de Barry, je les aime bien parce que là encore, elles sont jamais gracieuses, c'est jamais des jolis personnages, mais c'est des personnages très très sympathiques et avec lesquels je pense qu'on peut s'identifier assez facilement, même si elles sont au niveau de la caricature. Ok, et donc j'avais deux extraits à vous montrer si j'ai le temps. Maybe not the big three, but an Ivy at least. Well, we'll have to see about those SATs. Mommy, could I join Mark's band? Oh, sweetheart. I'm serious, and I think you should send Dawn to reformatory. She's always bothering me. Oh, honey, you don't mean that. Dawn loves you. Remember, no matter what she does, she's your sister. Dawn, tell Missy that you're sorry for bothering her and that you love her. Dawn? I'm not sorry. Stop acting like a baby. You're her older sister, and Missy loves you. She does not. Of course she does. Tell her that you love her. I love you. You do not. I do too. You do not! You are not leaving this table until you tell your sister that you love her. Go to bed. Ok, donc ce que j'aime bien avec cette séquence-là, c'est qu'elle est... Ah, non, pardon, évidemment, il fallait que je vous montre ça avant. Le découpage de la Barbie. Merci. C'est donc elle oppose en fait la petite fille, c'est quelque chose qu'on voit souvent, qui je pense ressort aussi dans le discours des adolescentes sur elles-mêmes, la petite sœur qui est encore du côté de l'enfance, donc pour le coup complètement gracieuse, charmante, innocente. À un moment on la voit faire des pas de danse, habillée en ballerine, donc qui est complètement du côté de la grâce pour le coup. Et en face, l'adolescente qui elle est pas encore une femme glamour, pour autant qu'elle le devienne. Ce qui est bien avec ce film, pardon, j'aurais dû commencer par là, c'est un film indépendant. Le titre anglais, c'est Welcome to the Dollhouse, Bienvenue dans la maison de poupée, mais le titre français, c'est Bienvenue dans l'âge ingrat. Et justement, ça explore l'âge ingrat. Et ce qui est intéressant, c'est que ce film-là, c'est un film où jamais le vilain petit canard devient une jolie jeune fille. Jamais elle enlève ses lunettes, jamais elle défait sa queue de cheval et tout ça. Donc elle est vraiment bloquée dans cet état qui est un état de non-grâce absolue et de maladresse totale. Donc elle est agressive, elle est désagréable. Donc c'est intéressant cette vision-là de la jeune fille. Ok, un dernier extrait, puis après je me tairai. C'est un autre film indépendant qui s'appelle, le titre français, c'est Les Déjantés de Beverly Hills.
Et j'aime bien ce film-là parce qu'il y a plusieurs séquences qui montrent la manière dont, encore une fois, c'est une jeune fille. C'est aussi un film, ces deux films sont deux films américains. Celui-ci, c'était un film de Todd Solondz, sorti dans les années 90. Le deuxième aussi, c'est à peu près contemporain, c'est un peu avant. Et ça montre aussi, donc le deuxième, c'est pas la question du rapport à l'enfance, c'est la question vraiment du rapport à son propre corps qui se transforme. Et en particulier, la séquence que vous allez voir là, c'est la séquence de l'apparition des seins. On y revient toujours. Et que faire de ce corps-là? Donc c'est une idée qui a été beaucoup traitée par le cinéma fantastique, les filles qui sont terrifiées parce que leurs règles arrivent, et là qui est traitée de manière comique avec une jeune fille qui va juste se faire son premier soutien-gorge et qui est horrifiée par ce qu'elle voit. Pas de sous-titres. Just a normal one that doesn't point. I'll need to measure her. We need to find out her cup size. Right. Okay, I'll take a walk. You'll need to lift up your arms. That a girl. Usually girls come in here much younger for their first bra when they're developed like you are. I've been hiding them. Well, can't go on hiding them forever. You can't stop nature. My brother stares. Is that your grandfather? Father? There you go. Now, how does that feel? It's pointy. No, dear, you got to put yourself in it. Bend over, lift the breast, and then drop it back into the cup. Like this? That's right. Now, do the other one. And stand up straight. Nice. Doesn't that feel secure? You're a perfect C. Look at me. I'm like deformed. What are you talking? You're healthy. Some girls have one breast one size and one another. You have to get them custom made. Specialty stores, that's expensive. You've been blessed. Breasts are wonderful. You'll see. Et donc j'ai ouvert et fermé sur ça, hein, l'image d'Agrippine, c'est un peu la même qu'ici. On imagine qu'ici on est à la place du miroir et de cette perception monstrueuse qu'elle a d'elle-même, elle a l'impression d'être déformée. Et là encore, on est dans un corps qui est pas monstrueux du tout dans l'absolu, mais qui est perçu de l'intérieur comme un corps en transformation, qui déborde littéralement et qu'on peut pas, dont on sait pas très bien quoi faire. Et donc c'est intéressant, c'est toujours cette idée d'un personnage et d'une figure qui sait pas très bien où se placer et qui est encore entre deux et qui est en déséquilibre entre deux états, un déséquilibre qui est pas du tout gracieux. Voilà, donc j'étais plutôt dans la caricature, mais Manida n'est pas du tout dans la caricature, donc c'était un enchaînement tout trouvé pour vous deux. Je sais pas si tu veux passer aux questions maintenant. Je vais préparer une petite présentation de mon travail avant, sinon... Je t'en prie. Donc moi, je suis socio-anthropologue. J'ai préparé une thèse en sociologie, mais sur un autre sujet, sur le tatouage. Et puis plus particulièrement sur les emprunts culturels dans le tatouage contemporain. Et puis j'en suis venue à travailler sur les jeunes par le biais du corps. On m'a proposé de mener une enquête sur l'adolescence. Ça fait partie d'une collection d'enquêtes qui s'appelle Dans la peau 2, publiée chez Armand Collin. Donc il y a dans la peau d'un sportif de haut niveau, dans la peau d'une femme de plus de 65 ans, enfin tout un tas de sujets qui ont été traités. Et donc on m'a chargé du volet sur l'adolescence et je leur ai proposé de travailler exclusivement sur les filles. Donc c'est-à-dire que j'ai interviewé des adolescents garçons, mais uniquement pour qu'ils me parlent de leur représentation des filles et puis des relations qu'ils entretiennent avec elles. Donc l'idée de départ, c'était de proposer, alors quand on m'a proposé de travailler sur l'adolescence, il se trouve que par ailleurs, moi je travaille avec des jeunes, hein, je suis formatrice en insertion, donc je connais bien les ados depuis longtemps, mais c'est vrai que moi-même, j'ai eu tendance à me fier aux stéréotypes autour de l'adolescence, autour de l'image véhiculée de l'adolescence, et justement plutôt du côté comment dire, de l'ado complexé, mal dans sa peau, en souffrance. Alors effectivement, il y a beaucoup d'adolescents en souffrance, mais c'est vrai que je me suis rendu compte que la plupart des ouvrages sur les ados traitaient presque exclusivement de cet état-là, et puis pas trop des ados qui allaient bien.
Et pourtant, quand on les croise dans la rue, particulièrement les jeunes filles, quand elles sont entre elles, quand on les croise dans les transports en commun, par exemple, souvent on constate qu'elles aiment bien parler fort, rigoler, provoquer un petit peu les réactions des adultes et puis montrer qu'elles sont bien à leur place et puis qu'elles se fichent un peu de ce qu'on peut penser d'elles. Et donc j'avais envie de me mettre à leur écoute et donc j'ai mené cette enquête en m'appuyant sur une 50aine d'entretiens en face à face, donc des entretiens semi-directifs. Donc je me suis laissée un peu porter par ce qu'elles avaient bien envie de me raconter. Et puis je me suis aperçue d'ailleurs qu'elles se livraient extrêmement facilement parce qu'elles sont habituées aujourd'hui à s'exposer, à raconter leur vie par le biais notamment des réseaux sociaux, des blogs, etc. Et donc je leur ai posé tout un tas de questions sur leur mode de vie, sur leur rapport au monde, sur leurs projections, sur leur lien avec l'enfance, etc. Alors, l'idée aussi, c'était d'écrire un livre pas destiné uniquement aux universitaires, mais plutôt à l'usage des parents, des ados même, et puis des éducateurs, pour proposer un échange autour de ces questions-là, essayer de justement mettre à mal les clichés et puis aller peut-être un petit peu plus en profondeur, un peu plus d'objectivité sur l'adolescence aujourd'hui. L'adolescence, effectivement, ça constitue de nos jours. Alors, il faut savoir que l'adolescence, c'est quand même quelque chose d'assez récent dans notre monde contemporain. C'est une notion assez nouvelle. Et c'est un passage important parce que il fait passer de l'enfance à l'âge adulte, sauf que dans notre société, on n'a plus de rite de passage en tant que tel comme on pouvait en avoir dans les sociétés traditionnelles dans lesquelles le jeune était accompagné par le groupe. Il y avait un rite qui était mis en place et indiscutablement, une fois qu'il s'était soumis au rite, il était reconnu par le groupe comme adulte. Dans notre société, c'est pas le cas. D'autant plus que depuis quelques dizaines d'années, on n'a plus les grands rites du type service militaire, fiançailles, etc., qui venaient valider le fait qu'on était un homme ou on était une femme. Et c'est vrai que maintenant, ces rites sont moins présents. Et donc, on s'aperçoit que beaucoup d'adolescents essayent de recréer des rites pour essayer de se créer des petits repères, des jalons dans le passage. Alors moi, ce qui m'a marqué, c'est cette peur quasi généralisée des jeunes filles face à l'avenir. Donc d'un côté, elles se présentent, en tout cas pour les 50 que j'ai rencontrées, plutôt riantes, plutôt joyeuses. Mais alors, dans quasiment 100% des cas, elles se projettent dans un avenir extrêmement sombre dans lequel ça va être compliqué de trouver un logement, un travail, dans lequel elle s'imagine que les hommes et les femmes entretiennent de relations extrêmement conflictuelles, basées sur les trahisons, sur les conflits, qui font d'ailleurs le buzz, notamment au travers de la télé-réalité qui inquiète tellement les parents. D'ailleurs, à ce sujet, je me suis rendu compte que pour la plupart des jeunes filles, cette télé-réalité, elle l'appréhendent comme un divertissement, comme il y en a qui m'ont dit parfois c'est agréable de voir des gens qui sont plus bêtes que nous dans cette période où elles se demandent est-ce que je suis sur la bonne route, est-ce que je choisis les bons repères, et puis je me suis aperçue qu'elles n'étaient pas dupes ni de la caricature ni de la mise en scène, mais effectivement elles sont en manque de repères. Elles sont en manque de repères et donc elles vont aller piocher un peu à droite, à gauche des bribes de modèles qui vont venir les aiguiller sur ce chemin de la construction de la féminité. Et puis souvent dans leur discours, on le disait tout à l'heure, ce sentiment d'incompréhension avec les parents, l'idée de pas parler le même langage et puis d'être incompris quoi qu'il arrive. Et donc il y a, par exemple, c'est vrai qu'elles savent pas très bien dans le discours de leurs parents, est-ce qu'elles sont un enfant, est-ce qu'elles sont une femme, en fait, elles sont ni l'un ni l'autre et c'est ce sentiment d'entre-deux qui à la fois leur permet de rester dans l'insouciance, c'est-à-dire d'être réaliste et puis en même temps de s'autoriser un petit peu de souplesse, encore un petit peu d'insouciance avant de plonger dans le grand bain du monde des adultes semés d'embûches. Alors par exemple, il y en a une qui me dit, Garance, elle me dit, quand je regarde mes cousines, je vois qu'elles sont devenues des femmes. Et moi, je suis toujours entre deux.
quand je vois ma famille, on me dit « Oh, mais t'es presque une femme ». C'est le presque qui me dérange. On me dit « Oh, t'as grandi », comme si avant j'étais minuscule. En fait, ils me parlent encore comme si j'étais un enfant. Alors il y a vraiment cette ambivalence parce que d'un côté, on a envie de plus en plus de liberté, envie d'être vue et reconnue comme femme. Et puis en même temps, il y a toutes ces craintes autour du grand saut. Et il y a par exemple Julie qui a 16 ans et qui me dit « Quand on est enfant, on croit que rien ne peut nous arriver, qu'on est immortel. Ça me manque ça ». Alors c'est vrai que c'est quelque chose qui revient souvent dans les témoignages, cette peur de devoir laisser de côté une insouciance finalement assez confortable, avec assez peu de projections positives. Par exemple, je me suis rendu compte que très peu exprimaient une ambition professionnelle profonde. Enfin, souvent, elles envisagent des métiers qui sont vraiment à estampiller féminin, autour de l'esthétique, de la coiffure ou alors auxiliaire de puériculture. Enfin, assez peu. J'étais surprise par ça parce que sur la cinquantaine, c'était vraiment généralisé parce que je me suis aperçue que leurs préoccupations étaient, si on peut dire, plus terre à terre, c'est-à-dire qu'elles ont pratiquement toutes cette terreur de pas réussir à payer un loyer, de pas réussir à trouver un travail et puis également de pas réussir à trouver un partenaire dans une relation qui pourrait durer et puis apporter de la stabilité à laquelle elles aspirent pourtant. Toujours dans les scénarios, il y a toujours cette idée du prince charmant, de la stabilité sans divorce, l'amour éternel, alors que en contrepartie, elles nourrissent à l'égard des adultes une image finalement assez négative, et en particulier en ce qui concerne les relations amoureuses. Alors par exemple, Garance me dit « J'ai l'impression que les adultes, ils se trompent de plus en plus. Ils trompent de plus en plus pour sous-entendre les adultères, les conflits, etc. » Alors c'est vrai que c'est un peu difficile de l'affirmer, mais on a l'impression que aujourd'hui, toutes ces histoires sont celles qui font le plus parler, qui font le plus le buzz, les tromperies, pour revenir encore une fois à la télé-réalité, qui est le lien entre les ados et nous parfois. C'est vrai que c'est ça qui est souvent mis en évidence. Et puis elles m'ont parlé d'une émission de radio qui s'appelle alors je vous avoue que je l'ai pas écoutée, donc je me base sur leur retour à elles. Donc c'est une émission qui s'appelle Marion teste ton mec, et donc l'animatrice radio apparemment appelle les petits amis des auditrices pour les séduire au téléphone et essayer de voir jusqu'à quel point ils résistent. Et alors, pour me rassurer, Ophélie, 14 ans, m'a dit « Mais il y a quand même 10% des garçons qui se conduisent pas comme ça et qui vont pas tromper leurs copines. » Donc, elle voulait me rassurer. Moi, je me suis dit « C'est quand même assez significatif des représentations qu'elles se font du monde. » Et puis, ces représentations, il faut bien avoir conscience que c'est pas elles qui les fabriquent uniquement, mais qu'elles correspondent bien au modèle qu'on leur propose, nous, adultes, au travers des médias, de la télévision et puis aussi au travers des discours qu'on peut leur tenir. Parents, professeurs, éducateurs, etc., etc. Voilà. Donc ces jeunes filles à la recherche de repères, à la recherche de jalons, elles accordent une importance particulière au regard des autres parce que très rapidement elles prennent l'habitude de se mettre en scène, de proposer leur image au regard des autres en attendant la validation, l'approbation. C'est vrai que nous, on n'y pense pas forcément toujours, mais les adolescentes, elles sont nées avec Internet, elles sont nées avec les images qu'on met facilement sur des écrans, qu'on n'a pas forcément connu nous-mêmes, et donc leur rapport à tout ça est parfois un petit peu déroutant pour les adultes. Mais c'est vrai qu'elles utilisent facilement ces biais-là pour exprimer, collecter des souvenirs en commun, vivre ensemble, éprouver ce sentiment d'être ensemble et puis de se reconnaître entre pairs et donc d'y voir un petit peu plus clair sur cette route qui est assez peu jalonnée et qui va mener inéluctablement vers l'âge de femme. Et c'est drôle parce qu'on se rend compte, je le disais tout à l'heure, que elles se font de l'âge de femme une idée assez surprenante. Par exemple, j'en ai une qui me dit, je crois que c'est là, elle me dit « Quand on est une femme, il faut savoir cuisiner plusieurs plats.
Moi, je sais cuisiner, mais pas des grands trucs non plus. Et puis, il faut faire le ménage. Moi, je le fais un peu, mais je déteste le bruit de l'aspirateur. Pourtant, mes parents me le demandent tout le temps. Je ne sais pas si plus tard, je pourrais passer l'aspirateur tout le temps. Donc, il y a quand même cette idée. C'est drôle parce qu'on voit que les consciences évoluent, que tout ça, ça semble vraiment des caricatures aujourd'hui, mais elles se construisent quand même avec cette incertitude. Qu'est-ce que c'est réussir sa vie de femme ? Et donc, du coup, il y a tout un tas de stéréotypes qui, finalement, perdurent. Alors, je crois que j'avais prévu un peu long, donc je vais couper. On a du temps ? D'accord. Donc souvent, voilà, je vous disais, moi, mon idée de départ, c'était essayer de se mettre à l'écoute des adolescentes pour être un peu proposées, un peu d'être leur porte-parole et essayer de reproduire d'une manière, j'ai tenté objective leur représentation, parce que c'est vrai qu'elles quand en les interrogeant, je me suis rendu compte que souvent elles avaient envie de s'élever contre les stéréotypes autour de l'adolescence, les stéréotypes qu'on peut véhiculer autour de ce que c'est qu'être une adolescente aujourd'hui. Et en même temps, ce qui est intéressant, c'est de voir que elles-mêmes, elles les entretiennent d'une certaine façon, ces stéréotypes. Alors, par exemple, on parlait tout à l'heure de leur habitude, de la mise en scène et du culte de l'apparence, parce que en fait, très jeunes, elles se mettent dans la tête, ou on leur met dans la tête que de toute façon, il va falloir qu'elles plaisent. Pour réussir, qu'il va falloir qu'elles plaisent, et notamment qu'elles plaisent aux garçons. Et on s'aperçoit que c'est des impératifs qui germent de plus en plus tôt chez les jeunes filles. Et donc, il y a tout un tas de questions qui se posent autour de notamment l'hypersexualisation des petites filles, avec les sous-vêtements taille enfant qu'on peut trouver voilà, de plus en plus facilement. Et puis, cette surexposition parfois des images érotiques, pornographiques, qui vient parfois interroger leur perception et puis surtout les dérouter encore plus. Est-ce que voilà, comment est-ce que je sais que je suis le bon chemin et que je vais réussir à devenir une femme épanouie et reconnue par les pairs finalement. Alors, on se trouve aujourd'hui dans une période que beaucoup de chercheurs qualifient d'hypermodernité, et je crois que cette hypermodernité, elle vient compliquer encore plus la donne, parce qu'il y a vraiment dans l'hypermodernité cette question des gagnants et des perdants, de ceux qui réussissent leur vie et de ceux qui vont la rater. Et donc elles se mettent une pression monstre. Enfin, c'est vrai que je me permets d'en parler parce que c'était dans les témoignages quasi généralisé. Alors une pression à l'école, une pression autour de tout finalement, et donc elles ont besoin de profiter, j'ai l'impression peut-être encore plus que leurs aînés, en se disant oula, ça va être une lutte extrêmement compliquée. Et je crois qu'on avait un petit peu moins ces craintes-là quand on parlait pas encore complètement de crise économique et que on avait encore l'espoir de pouvoir choisir la vie qu'on allait mener. Et c'est vrai que là, je me suis dit en les écoutant que peut-être nous adultes, on avait à réfléchir aux paroles et aux messages qu'on leur transmet, à peut-être leur permettre de croire que un monde, il est possible encore d'être heureux et puis d'être épanoui sans être forcément, sans se fier à tous les impératifs qui peuvent exister. Alors, pour terminer, je dirais que face à ce contexte qu'elles perçoivent comme trouble, comme inquiétant, finalement, les adolescentes que j'ai rencontrées, je les ai trouvées quand même plutôt bien dans leur peau. J'ai trouvé qu'elles s'adaptaient assez bien à leur manière, avec leurs moyens, avec les codes qu'on peut leur renvoyer, ce qu'elles se forgent, qu'elles s'adaptent au monde contemporain finalement, avec assez d'aisance, malgré ses craintes. Et donc j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment lieu de dresser un portrait alarmant de l'adolescence hyper moderne, parce que
effectivement, les adolescentes boivent en soirée. Mais très très peu m'ont dit avoir assisté à des comas éthyliques, par exemple, alors que c'est vrai que quand on regarde la télévision, on a l'impression que c'est quasi généralisé. Donc en discutant avec les ados, j'ai eu l'impression que, alors dans certaines couches sociales, parce que bon, pour boire beaucoup, pour toucher à tout un tas de drogues, il faut quand même avoir les moyens. Donc tous les milieux ne sont pas concernés. Et si on veut généraliser, j'ai l'impression que on n'est quand même pas encore là-dedans, même s'il faut quand même évidemment faire attention. J'ai été plus surprise par contre à propos de leur consommation de cannabis parce que c'est vrai que là c'était très répandu aussi et puis assez jeune et toujours dans l'idée, alors moins dans l'idée de l'alcool, de partager un moment festif avec les pairs, mais souvent dans l'idée de fuir en fait, de fuite. Il y en a qui m'ont raconté par exemple qu'elles s'étaient mis à fumer beaucoup parce qu'il y avait plein de problèmes à la maison et que c'était facile pour elle, commode de rentrer, de fumer un pétard et puis de tomber et d'aller dire je vais me coucher, je suis fatiguée, je vais me coucher et puis de pas avoir à affronter les conflits entre les parents, etc., etc. D'ailleurs, une petite parenthèse en ce qui concerne donc les relations avec les parents et cette idée de la crise d'adolescence, c'est marrant parce que donc j'ai interviewé des jeunes filles de 13 à 21 ans, donc c'est un panel assez large, et les jeunes filles de 13 ans souvent étaient, on profitait de ma présence pour me poser des questions sur la crise d'adolescence et qu'est-ce que c'est que la crise d'adolescence. Ils m'ont demandé, mais comment on sait qu'on est ado? Comment on sait qu'on est en crise? Et en me disant, par exemple, moi, je crois que c'est en train d'arriver parce que je me suis disputée avec mes parents, ils m'ont confisqué mon portable et puis je l'ai repris en cachette. Enfin, voilà. Donc, il se prépare quelque chose, mais c'est vrai qu'on a l'impression que cette question de la crise, finalement, elle est quand même plutôt dans les yeux des parents que dans les yeux des adolescentes, même si, effectivement, pour se construire, il faut s'opposer aux parents. Enfin, c'est quasi mathématique. Et donc, ces jeunes filles, elles me paraissent pas spécialement délurées, enfin pas plus qu'il y a 10 ans ou 15 ans. Enfin, il y a de tout pour faire un monde. Il y a des adolescentes de tout type. Mais par exemple, il y a cette question de la sexualité. Donc, l'âge moyen du premier rapport sexuel est toujours à 17 ans et demi. Donc, c'est c'est vrai que moi, avant de mener mes enquêtes, c'est vrai que j'étais dans les stéréotypes à imaginer qu'elles faisaient tout plus vite et que comme elles avaient toutes les informations à portée de main, et du coup, elles allaient beaucoup plus vite, surtout qu'elles étaient beaucoup plus précoces. Et puis je me suis aperçue que certes, elles ont accès aux informations, certes, elles connaissent un petit peu le principe. Alors, je prends l'exemple de la contraception où j'ai eu des exemples de jeunes femmes qui m'ont raconté des histoires qui leur étaient arrivées où elles se sont comportées finalement presque comme des enfants face à ça. Donc, elles sont censées savoir. En fait, je crois qu'elles se mettent aussi beaucoup une pression là-dessus. Elles sont censées savoir parce que si elles veulent savoir, elles ont moyen de savoir. Mais le problème, c'est que ces informations, elles sont pas toujours accompagnées d'explications, donc elles comprennent pas toujours forcément. Et donc je conclurai en disant ceci, que le résultat de cette enquête, c'est que je pense qu'il faut travailler ensemble à réfléchir autour de cette question de la transmission qui, dans un contexte d'hypermodernité, tend à se dégrader. Et donc au discours, aux mots, aux images qu'on leur envoie nous-mêmes. Voilà, donc le questionnement des deux côtés. Et donc leur apprendre qu'il est encore possible de rêver dans la réalité, d'aspirer au bonheur durable, de se sentir être soi. Voilà, j'en ai terminé pour mon travail. Je vous propose d'écouter maintenant Vanida. Vanida, première question. Comment est-ce que tu as eu l'idée de faire une bande dessinée sur une adolescente ? Alors, ça date de l'époque où j'étais encore aux Beaux-Arts, où j'étais étudiante, et on avait des sujets de bande dessinée, pour des bandes dessinées très courtes, entre 5 et 10 pages. Et le thème était l'enfance. Et du coup, moi, j'avais choisi justement la fin de l'enfance, donc à la période de l'adolescence. Et j'avais précisément choisi le moment de la première fois pour une adolescente. Et c'est comme ça que j'ai créé le personnage de Valentine. Voilà. Et là, donc dans cette histoire, c'était en fait le débriefing du lendemain, quoi.
entre les deux qui se connaissaient pas très bien et bon, elle se posait plein de questions de savoir si elle avait changé ou pas vraiment, quoi. Et ensuite, j'ai eu envie de développer ce personnage. Donc j'avais fait une deuxième histoire aux Beaux-Arts avec ce personnage-là. Et ensuite, j'ai fait plein d'autres BD. J'ai fini mes études et j'ai publié d'autres BD, dont L'immeuble d'en face dont on a parlé tout à l'heure. Et quand les éditions d'Argo m'ont proposé qu'on travaille ensemble, je leur ai proposé du coup le personnage de Valentine qui était là depuis plusieurs années et que j'avais envie de développer sur un plus long temps. Et donc ça a donné 3 tomes qui s'appellent... alors on appelait ça Celle que, mais c'est parce que c'est un titre évolutif. Donc le premier tome s'appelle Celle que je ne suis pas, le deuxième Celle que je voudrais être et le troisième Celle que je suis. Donc ça montre bien l'évolution du personnage qui au début du coup ne sait vraiment pas très bien qui elle est. Parce que c'est un personnage très timide dans un groupe de filles où elle a l'impression qu'elle n'est pas très comprise et elle s'exprime vraiment pas beaucoup. Et au fur et à mesure des tomes, elle va trouver sa place et arriver à s'exprimer. Et voilà. Alors une question que je suis désolée, je suis obligée de poser parce qu'elle m'est venue rapidement et je sais qu'on l'impose tout le temps, mais il y a une ressemblance physique, je pense, évidente entre Valentine et toi. Est-ce que mais quand j'ai créé Valentine, du coup, j'étais aux Beaux-Arts, j'avais des cheveux assez longs et du coup, elle me ressemblait pas. Après, quand j'ai coupé mes cheveux, je me suis dit mince, en effet, c'était inconscient à mon avis. Voilà. Je l'ai quand même fait un peu petite, un peu brune, bon voilà, mais voilà. Et elle s'appelle Valentine, ça commence comme Vanida, c'est un peu. Mais ce n'est pas une bande dessinée autobiographique. C'est ça la question. Alors justement, comment est-ce que tu t'inspires? Est-ce que tu mènes des enquêtes? Est-ce que c'est de l'observation? Alors, à l'époque, je me suis basée sur un peu mon vécu personnel. Et aussi celui de d'autres gens qui m'entouraient, qui étaient adolescentes, donc ma petite sœur, mes cousines après qui étaient un peu plus jeunes, et puis il y a beaucoup d'observations, et j'ai glané aussi pas mal d'anecdotes de gens de ma génération, mais qui me racontaient ce qu'ils avaient vécu au collège et au lycée. Donc c'est comme ça que j'ai fait. Mais j'ai pas fait d'enquête sur les adolescents à l'époque où j'ai fait cette bande dessinée, quoi. Et j'ai essayé. Alors parce que du coup, moi, mon vécu, c'était dans les années 90, et il n'y avait pas encore il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les portables, il n'y avait pas tout ça. Du coup, j'ai dû intégrer tout ça dans les relations, et j'ai essayé que ce soit assez intemporel, même au niveau des vêtements, par exemple, pas trop les... Parce que je me rappelle, c'était à l'époque de la tectonique et tout ça, j'ai essayé d'éviter, je me suis dit, bon, ça risque de pas rester, il faudrait pas... Mais par contre, il y a quand même les intemporels de... Il y a un peu des grunge, ceux qui ont des dreads qui font de la guitare, il y a quelques gothiques, il y a voilà, les populaires, les timides, les moches binoclars, les acnéiques, enfin bon, voilà, tout ça. Et est-ce qu'il y avait l'idée de peut-être d'une identification de certaines jeunes filles qui, comme l'héroïne, pourraient avoir le sentiment d'être un peu isolées, incomprises? Alors, moi, quand j'ai inventé cette histoire, bon, du coup j'étais aux Beaux-Arts, j'avais 19 ans, j'étais encore une adolescente, et après je l'ai raconté comme ça, un peu comme un exutoire de ce que moi j'avais pu vivre ou de ce que j'avais pu entendre, et je me suis pas du tout posé la question du public en fait, au tout début. Et c'est quand j'ai eu les premiers retours après la sortie du premier tome où je me suis dit, ah mais oui, mon public c'est des adolescentes de 14 ans, et la plupart sont hyper timides. Donc j'en avais qui venaient en dédicace, et j'avais au festival, c'était au Mans, j'avais une file de gamines hyper timides qui sont venues me voir, et du coup c'était un peu... Mais oui, parce que j'essayais de leur parler, et je me rappelais très bien qu'à l'époque, moi quand on me parlait, ça me faisait chier, je voulais pas répondre, et du coup après je les laissais tranquilles, et je voyais très bien dans quel état d'esprit elles étaient. Donc voilà, c'est un public d'adolescentes. Et surtout, ça a changé un petit peu mon écriture, justement au moment de la première fois que j'ai replacé cette histoire que j'avais écrite aux Beaux-Arts, je l'ai replacée dans les 3 tomes. Et qu'à un moment, en fait, Valentine, au début de l'histoire, elle est très amoureuse d'un garçon, et en fait, c'est pas avec lui qu'elle va avoir sa première fois. Et
je sais que j'ai eu beaucoup de mails après la lecture de ce tome où les adolescentes me disaient mais c'est pas possible, ça doit être un rêve, elle n'a pas pu faire ça, elle n'a pas pu faire avec lui alors qu'elle le connaît à peine. Enfin bon. Alors que j'avais des mails de parents ou d'adultes qui disaient ah bah oui c'est ça l'adolescence, en fait on croit que c'est fleur bleue puis en fait ça se passe un peu n'importe comment et puis voilà quoi. Mais je trouvais ça rigolo la différence de ressenti entre les adultes et les adolescents du coup. Alors, une question, pour s'éloigner un petit peu, mais moi qui ne connais pas grand-chose à la bande dessinée, à la réalisation, comment est-ce que ça se passe, la création d'une bande dessinée? Combien de temps ça prend? Comment on organise ces séances de travail? Alors là, du coup, la genèse, elle a pris assez longtemps, vu que j'avais commencé ça aux Beaux-Arts et que le premier tome est sorti en 2008. Donc j'étais aux Beaux-Arts fin des années 90, donc 99-2000. Donc là, ça a pris 8 ans, mais en général, quand je m'y mets vraiment, c'est entre 1 an et 1 an et demi pour faire un tome. Alors là, c'est dans un format un peu hybride, manga, BD indépendante. Et en noir et blanc, il y a presque 200 pages. Donc voilà, c'est 1 an et demi, à peu près. Et c'est sur l'ordinateur? Moi, je connais rien du tout. Donc, je dessine encore sur papier et après, alors là, du coup, c'est en noir et blanc avec de la trame. Donc la trame, c'est les petits points qui font le gris là. Ça, je le fais sur ordinateur. Donc c'est mixte, quoi. Et les dialogues aussi, en général, je les fais sur l'ordinateur parce que j'écris mal, tout simplement. Alors ça, c'est une scène avec sa maman qui lui dit qu'elle n'est pas là que pour lui faire à manger et ranger sa chambre. Et du coup, oui, ça se passe beaucoup entre ces 4 copines. Je ne sais pas si on les a vues, ces 4 copines, elles sont là. Voilà. Avec qui donc c'est sa bande du début. Elles sont dans la même classe, mais après, en passant au lycée, la bande elle va être un peu explosée. Du coup, elles vont chacune avoir un peu leur parcours. Et c'est comme ça qu'elles vont évoluer en rencontrant d'autres gens et se redéfinir par rapport à ce groupe. Mais il y a quelques scènes quand même avec la maman. Et alors c'est marrant parce que moi je pensais que ma mère, quand elle allait lire la BD, elle allait se reconnaître dans la maman. Et elle m'a dit « je me suis beaucoup reconnue dans Valentine, moi aussi à l'époque ». Donc voilà, je me suis dit que c'était quand même un thème universel, quoi, le passage de l'adolescence qui se vit plus ou moins de la même manière, malgré les générations qui passent, malgré les portables et les réseaux sociaux. Il y a quand même des choses qui, visiblement, restent universelles. Voilà. Et, oui, pour reparler de la maman, c'est parce qu'il y a un moment où Valentine, voilà, ça c'est la scène dans le bus, elle embrasse son vrai amoureux pour la première fois. Et le truc rigolo d'après, c'est sa maman qui dit comment s'est passée sa journée. Et voilà. Alors qu'elle vient d'embrasser pour la première fois son amoureux. Et c'est voilà, on communique pas trop et on garde un peu secret. De toute façon, elle ne pourrait pas comprendre. Voilà. Ou elle n'a pas envie de... Alors, j'ai pas mis dans les extraits, mais il y a aussi une scène par rapport au sein, on en parlait, où elle est en famille avec ses cousins et tout ça, et la mère à table dit oui, elle aura sans doute pas beaucoup de poitrine, Valentine, comme moi. Et donc Valentine se casse parce qu'elle n'a pas du tout envie qu'on parle à table en famille de ces changements corporels, quoi. Qu'est-ce qu'elle t'inspire, Valentine? Adrienne, toi qui as travaillé sur du coup une autre dimension. C'est vrai que dans tes vignettes, il y avait énormément de poésie, quelque chose du coup de l'ordre du gracieux. Oui, c'est ce que j'allais dire. Pour le coup, autant elle ne se sent pas gracieuse intellectuellement, autant moi dans mon dessin, je me suis amusée, je me suis fait plaisir. J'ai fait des jolies jupes et tout ça, quoi. En même temps, c'est vrai que t'as pas du tout l'impression d'une Lolita comme elle pourrait être dessinée, j'allais dire, de l'extérieur. Je sais pas comment dire, mais on sent que c'est un regard qui part quand même si c'est pas autobiographique, mais qui part quand même d'une perception intérieure du corps et pas. Mais c'est marrant quand tu disais que tu travaillais sur des types, parce que en tout cas dans ce que moi je connais, c'est le cinéma américain grand public. Il y a toujours ces types-là, et toi, tu t'es quand même partie de ces types parce que tu avais l'impression qu'ils étaient réalistes. Quand tu dis la populaire. C'est du vécu un peu. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà, quoi. Et il y avait
l'acnéique, je veux Oui. mettre. Parce qu'on dit toujours, oui, le cinéma américain, il fonctionne sur des clichés, sur des poncifs. Et en fait, moi, je pense que ces types-là, c'est des types qui sont effectivement assez réalistes. Alors, ils peuvent être hyper stylisés, hyper caricaturaux, mais je pense qu'on retrouve toujours cette idée d'organisation par caste au lycée, presque. Ou Oui, par, mais après, du coup, dans la BD, il y a certains qui étaient pas populaires et qui deviennent quand même des gens qui ont des amis. Et inversement, celle qui est très populaire, qui du coup, à un moment, se retrouve sans copine. Enfin, ça évolue. Et c'est souvent comme ça que ça se passe, quoi. Les gens très populaires au collège, quand on les retrouve 10 ans plus tard, finalement, c'est pas eux qui ont le mieux réussi. Voilà. Et même sans dévoiler la fin, mais c'est pas la plus J'ai populaire presque à tout qui dit, il hein, arrive. Ouais, donc j'ai le droit de le dire un peu, mais c'est pas la fille la plus sûre d'elle et la plus populaire justement dans ta BD qui passe à la première. Enfin, c'est ça oui, que oui, je trouvais voilà, marrant c'est ça. aussi. Je trouvais ça rigolo, oui, que celle qui est la plus justement sexualisée, qui se met en valeur et qui en parle tout le temps et qui finalement c'est pas elle qui a sa première fois en premier, oui. Et après, du coup, elle se sent un peu dépassée par sa copine. Ouais. C'est vrai que ça doit être super justement pour les jeunes filles qui s'identifient qu'on nous propose quelque chose qui sort des clichés et des fins attendues. Et du coup, peut-être que ça ouvre des perspectives peut-être un peu plus lumineuses, ça laisse un peu plus de place à la surprise. Du coup, dans la BD, là, il ne parle pas vraiment de l'avenir, hein, c'est vraiment très, très dans le présent. Mais je sais que j'ai des lectrices qui m'ont remercié parce que ça avait accompagné cette période un peu trouble, un peu... Et ils ont dit, j'avais une seule amie, c'était Valentine. Ou quand je me suis séparée de mon copain, j'étais contente que Valentine soit là. Enfin, des trucs très, très touchants, quoi. Et voilà, même si ça parle pas de l'avenir, je sais pas si ça leur donne confiance en l'avenir, mais en tout cas, dans leur présent, ça a pu aider. Et ça, je trouve ça super touchant. Je me disais, il y a un truc aussi, c'est que moi j'ai assez peu vu dans les films, c'est en fait l'amitié féminine. J'ai l'impression que c'est pas un truc qui est tellement abordé dans les représentations en général. Et toi, c'était très axé sur ça. On a l'impression dans les films qu'elles passent leur temps à s'arracher les cheveux pour un garçon, ou à être dans la rivalité, ou à se comparer. Et là, il y avait un truc de complicité que je trouvais assez charmant en fait. Et qui correspondait pas du tout à l'image des relations, l'image habituelle qu'on a des relations entre filles dans le cinéma grand public, c'est quand même des chippies. Enfin, l'image de base, c'est la fille qui arrive, qui elle est effectivement très timide et tout ça, mais qui arrive dans un lycée et qui est entourée immédiatement par une bande de garces un peu pétasses qui vont l'initier progressivement au code de la féminité. Et là, je ressentais pas du tout ça. C'était pas ce que je voulais raconter. Et puis moi, c'est pas ce que j'ai entendu non plus dans les témoignages que j'ai pu recueillir. Au contraire, à chaque fois, la meilleure amie ou les meilleures amies, elles ont une place. Elles sont placées au-dessus de tout le monde absolument parce qu'elles ont besoin d'avoir confiance. Elles sont tellement perdues qu'elles ont l'impression qu'elles peuvent se fier à rien. Et la meilleure amie, on a confiance. Alors par contre, quand elle trahit. Alors en fait, c'est drôle parce qu'elles m'ont confié leurs disputes avec leurs amis comme avec un amoureux ou avec, c'est-à-dire, je lui ai envoyé un texto, elle m'a pas répondu, ça m'a inquiété, et puis on se fait la tête et on efface tous les textos, toutes les photos, et il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Et puis aussi l'idée que l'expérience de l'une vaut pour les autres. Enfin, on se confie très facilement, c'est vrai, plus même les filles que les garçons au sujet de la sexualité, de relations amoureuses. Et puis quand il y en a une qui vit, on a l'impression que ça va venir guider les autres parce que c'est un modèle proche dans lequel on peut que se reconnaître. Mais ça, on parlait de déconstruire les clichés, justement, c'est vraiment un cliché qui a la vie longue et dure, l'idée des relations conflictuelles nécessairement entre filles. C'est pour ça que je trouvais ça intéressant qu'on voit plus parce que on le voit très peu, en fait, les amitiés féminines comme débouchant pas forcément sur un truc de conflictuel ou de rivalité, c'est pas quelque chose qu'on trouve beaucoup. Soit il y a un personnage de jeune fille qui est tout seul et qui est entouré d'hommes, soit c'est des bandes de filles, mais c'est toujours sous l'axe de la rivalité, de la violence, un peu masquée, un peu sourde, manipulatrice. Donc ça c'est un cliché qui serait intéressant de déconstruire. Après, là, dans l'histoire, du coup, au début, c'est un groupe de filles, et après, le groupe éclate et se reconstruit plus ou moins, et à la fin, ça finit par une bande de potes mixtes, quoi, du coup.
je trouvais ça bien aussi de mettre de l'amitié fille-garçon. J'aime bien cette notion. Ça, c'est son pote d'enfance avec qui, du coup, elle a une... Enfin, c'est pas qu'elle a une dispute, mais elle doit se ranger aux côtés de sa copine qui s'est fait larguer par ce gars-là. Et finalement, après, ils se retrouvent parce qu'entre eux, il n'y avait pas vraiment de problème, quoi. C'était plus par solidarité. Alors après, est-ce que ça vaut... Combien de temps ça vaut, cette solidarité-là et tout ça, quoi. Peut-être qu'on peut oui, je vous propose passer la parole au public. Qu'on passe la parole au public. Je sais que c'est toujours la première question qui coûte, mais je vous en prie, lancez-vous. Bon. Moi, du coup, j'en profite, comme j'ai le micro. Moi, j'avais une petite question, justement, pour Adrienne, puisque tu travailles essentiellement sur le cinéma américain. Mais il y a, je pensais à une conférence que je t'avais entendu tenir au Forum des images sur la jeune fille. Et justement, il y avait quand même tu parlais de quelques clichés, ou clichés en tout cas de représentation chez Truffaut, enfin dans un cinéma français qui est vraiment différent. Est-ce que tu pourrais peut-être juste nous l'esquisser? Non, c'est peut-être trop... Non, au contraire. Oui, enfin pour moi, le cliché de base de la jeune fille, c'est cette idée que, d'abord, qu'elle n'est pas sexualisée, enfin, c'est-à-dire qu'on la sexualise toujours de l'extérieur, mais qu'elle-même n'a pas de désir, n'a pas de sexualité, en fait, que la sexualité, c'est les regards souvent masculins qui l'entourent, qui la construisent comme telle. Donc elle doit être complètement éthérée. Elle n'a pas vraiment de corps, ou elle a un corps, mais qui a un corps absolument pas sexuel en soi, gracieux. Et puis l'autre chose, c'était sur la jeune fille, c'est qu'elle doit être par définition poétique, en fait. Et donc... le cliché de la jeune fille, c'est ça, c'est que c'est quelque chose qui est toujours vu c'est une chose, justement, qui est toujours vue à travers un regard. Et c'était ça mon problème, c'était d'arriver à trouver, quand au contraire j'ai travaillé sur l'adolescente, des personnages de jeunes filles qui soient pas forcément vus à travers un regard, souvent masculin, mais pas nécessairement, qui soit un stéréotype. Et je pensais, par exemple, il y avait cette idée obsessionnelle de la pureté qui revenait tout le temps quand on parlait des jeunes filles. La jeune fille, il faut qu'elle soit pure, faut qu'elle soit, ça va de pair avec la grâce, d'ailleurs, elle est pure, etc. Donc surtout, c'est pas encore une femme complètement. Donc elle a déjà certains traits de la femme, des éléments du corps de la femme, mais c'est jamais elle qui fait le premier pas, qui prend l'initiative. Elle est juste là pour être une sorte de bel objet qu'on peut sexualiser, fétichiser de l'extérieur, mais qui a pas de désir. Et ça valait aussi bien pour les jeunes filles. Je pensais au cinéma français, oui, Truffaut, Romer aussi. Le film de Romer qui s'appelle Le Genou de Claire, c'est entièrement construit sur ça, il y en aurait d'autres, mais c'est un bon exemple, sur une jeune fille qui est complètement innocente et dont le corps, malgré elle presque, parce qu'elle est elle est complètement candide en fait d'une certaine manière, malgré elle, son corps devient un objet de désir, mais elle s'en rend pas compte, et même des éléments complètement innocents comme son genou notamment vont être érigés en objet complètement érotique et sexuel par quelqu'un, alors même qu'elle s'en rend pas compte. Alors que là, en le regardant, je vois ça, mais ce que je trouve intéressant, par exemple, là, c'est que on a encore cette idée de la jeune fille un peu timide vers laquelle on va, mais on sent une sensualité qui est inhérente à la jeune fille. Et là-dedans, il y a un autre cliché aussi, qui est le cliché de la Lolita, qui est encore un autre problème. J'y pensais parce qu'en plus, si tu as travaillé sur les mangas, forcément, tu t'es confronté à cette idée de la Lolita. Et ça, c'est intéressant, la Lolita, parce qu'elle est un peu entre les deux. Là aussi, elle est complètement vue à travers un regard, souvent de vieux pervers. C'était chez Nabokov, c'était vraiment ça, c'est le vieux pervers, mais on va la retrouver dans plein d'autres, notamment dans la culture populaire, très souvent. Avec l'uniforme de la pom-pom girl, etc. Mais la Lolita, elle est un peu plus complexe que la jeune fille parce qu'elle est sexuelle malgré tout. Elle est sexuelle, sexualisée. D'ailleurs, les petites filles qui se déguisent en Lolita, c'est un problème parce qu'elles se mettent en scène elles-mêmes. Dans quelle mesure c'est justement pour séduire de manière sexuelle ou pas. Elle est un peu plus sexualisée et en même temps, elle continue à être un objet de regard qui est travaillé par quelque chose d'extérieur, mais elle est censée être un peu plus perverse. Donc je dirais qu'il y a le modèle de la jeune fille complètement pure, le modèle de la Lolita qui est un petit peu entre les deux, et puis on aurait un autre modèle qui serait celui de l'adolescente qui a une sexualité, mais qui n'est pas forcément construite par le regard de quelqu'un d'autre. Et c'est ça que j'aimais bien dans l'extrait que je vous ai montré des Déjantés de Beverly Hills. On la voit progressivement qui construit sa sexualité. Il y a une scène mémorable que je vous ai pas passée parce qu'elle était peut-être un peu too much pour ce soir, mais on la voit elle avec un godemiché sur un lit et mais elle est pas du tout indécente. Hein. On voit uniquement son visage, mais c'est en fait une scène assez poétique et jolie parce que
C'est pas représenté du tout de manière, je dirais, ni de manière indécente, ni de manière violente. C'est juste une sorte de découverte de la sexualité solitaire et du coup un peu moins, qui échappe un peu aux clichés qu'on trouve habituellement dans ce genre de représentation. Voilà. Moi j'avais une question, toute bête, mais l'adolescence, ça s'étale. C'est quelle tranche d'âge pour vous? Ouais, alors. Ok, on va dire que ça peut être défini comme allant de 11 ou 12 ans jusqu'à, on va dire, Vanida tout à l'heure, elle a dit j'avais 19 ans, j'étais encore adolescente aux Beaux-Arts. Moi, j'irais de 11-12 ans jusqu'à 17 ans. C'est-à-dire, il y aurait une tranche qui serait la puberté, qui est très facile à identifier. Et puis, il y a une tranche qui, en fait, s'élargit de plus en plus des deux côtés. Hein. Élise l'a dit, elle s'élargit, elle en parlera mieux que moi, du côté de l'enfance, avec des petites filles qui sont de plus en plus facilement adolescentes. Et puis, elle s'élargit, ça vaut aussi pour les garçons, et c'est un phénomène un peu plus récent. On reste de plus en plus longtemps adolescent. Il y a même des films qui ont été faits sur ça, spécialement dans les années 90 aux États-Unis. C'est des films autour de la figure de l'adolescent, c'est-à-dire l'adulte, mais qui en fait veut retourner en enfant. Ça, je dirais que peut-être ça marche d'ailleurs plus pour les garçons. En tout cas, dans les films que j'ai vus, moi, j'ai plutôt vu ça pour les garçons des garçons. Enfin, c'est le modèle qu'on connaissait nous en France avec le film Tanguy, mais il y en a des peut-être plus parlants encore aux États-Unis. C'est des adultes qui restent ados, donc ça s'étend de plus en plus. Ça peut s'étendre, je dirais, jusqu'à au moins 25 ans et même déborder tranquillement sur la trentaine. Donc c'est le problème de l'adolescence, c'est que c'est pas une catégorie anthropologique justement, c'est une catégorie culturelle, donc qui n'existe pas dans toutes les cultures. En gros, je pense, on pourrait peut-être contredire, mais je pense que l'adolescence en tant que catégorie, à mon sens, ça apparaît plutôt après la Seconde Guerre mondiale aux États-Unis, dans la culture populaire, vraiment grand public. D'un coup, on considère l'adolescent comme un public, il va avoir sa propre culture, ses films, sa musique, sa manière de s'habiller et tout ça. Donc c'est un truc assez récent, comme le disait Élise. Et du coup, très très élastique, qui est difficile à définir justement parce que c'est pas caractérisé. Il y a la puberté, mais la puberté suffit pas. Il y a plusieurs choses qui sont assez difficiles à définir. Et je dirais même que à âge égal, suivant le traitement qu'en fait le film, parfois je considérerais que c'est une adolescente et parfois je considérerais que c'est une jeune fille. Si on la tire vers la féminité, par exemple, je pense aux héroïnes de Truffaut, pour moi elles n'ont pas d'adolescence. C'est déjà des jeunes femmes. Elles sont déjà quasiment mariées, donc elles passent de l'enfance à l'état de jeune femme directement sans passer par l'adolescence. Il y a adolescence quand on essaye d'élargir ce moment justement d'entre-deux. Donc c'est une réponse assez confuse, pardon, mais c'est que c'est justement une période qui est hyper élastique et difficile à définir. Donc, mais Élise, ouais, on pourrait dire aussi. Je suis tout à fait d'accord. J'avais une question pour donc Élise Muller. Est-ce que vous pouvez donner plus de précisions sur les adolescentes que vous avez enquêtées, sur leur milieu social, leur ville de résidence, parce que j'étais un petit peu atterrée par certaines réponses sur la maîtrise des corvées ménagères pour être une femme accomplie. Oui. Ça m'a un petit peu inquiétée. Moi aussi. En fait, c'est une enquête que j'ai dû mener assez rapidement. En fait, j'ai eu 3 mois pour écrire le premier jet du livre, et donc il a fallu trouver les adolescentes très vite. Et donc, j'ai choisi la facilité en interviewant surtout des jeunes femmes de Paris et proche banlieue, et un petit peu des jeunes filles du Sud-Ouest parce que j'ai eu l'occasion d'y aller à ce moment-là. Mais l'idée, c'était justement de pas forcément proposer une approche purement sociologique. C'était vraiment socio-anthropologique, c'est-à-dire essayer de pas trop généraliser, mais d'aller se mettre à l'écoute de certains discours et puis dégager des grandes lignes, mais sans catégoriser forcément de manière définitive. Donc j'ai essayé de retraduire ce qui revenait le plus souvent dans leur discours. Et puis c'est vrai que ça, moi aussi j'étais étonnée d'entendre tous ces clichés autour de ce que c'est être une femme. Et puis pourtant, ça demeure. Je ne sais pas si j'ai répondu à... Moi, j'avais une petite question de précision. Quand tu dis de Paris, c'est tout milieu social. Enfin, je veux dire, c'est oui, en fait, je suis allée dans des collèges, lycées, et puis espaces jeunes.
pour essayer de recueillir un maximum de témoignages. Mais c'est vrai que je suis allée dans des collèges et lycées dont les milieux socioculturels sont plutôt hétérogènes. Je suis pas allée dans les très beaux quartiers, par exemple, ou dans les quartiers 100% populaires. Enfin, j'ai essayé de... Puisque j'avais pas énormément de temps, j'avais envie de me permettre d'avoir une vision assez... comme un panel qui tenterait de se rapprocher le plus de l'objectivité, quoi. J'avais une question sur un sujet. Donc, je remarque une chose qui me trouble un peu, c'est que les adolescents sont perçus comme une sorte de catégorie en soi, une sorte d'espèce, et qu'il y a des études sur les adolescents et qu'on va interviewer des adolescents pour savoir ce que c'est d'être adolescent, alors que toute personne passe par ces stades-là. Donc c'est à croire que passer à l'âge adulte, c'est comme si on oubliait qu'on avait été adolescent, ou il y a une sorte de séparation nette entre il y a les ados et après il y a les adultes. Et d'un côté, on reproche aux adolescents d'être hermétiques en quelque sorte. On les comprend pas, ils ont leur langage, ils ont leur code. Et d'un autre côté, il y a cette sorte de volonté de la part des adultes de comprendre les adolescents. Donc c'est assez ambigu, c'est assez contradictoire. Les adultes veulent les comprendre, mais en même temps on les rejette. Je voudrais savoir votre avis sur ce sujet. Je pense que c'est tout à fait juste et c'est très bien dit. Il y a une ambivalence autour de ces questions-là. C'est vrai que, mais après, il y a, comme on disait tout à l'heure, il y a les invariants aussi qui font, parce que dans les yeux des adultes et puis en fonction de leur génération, plus ou moins. Mais on a parfois l'impression que leur monde est complètement différent de celui qu'on a connu. Et ces invariants dont on parlait, on les a pas forcément toujours à l'idée. On n'a pas forcément, comme on disait tout à l'heure, on a l'impression que... J'ai eu des parents qui m'ont dit qu'ils avaient lu la BD et que ça les avait aidés à comprendre leur ado. Donc j'étais contente. Et du coup, ils me demandaient comment ça se fait que vous vous souvenez si bien de votre adolescence. Parce que j'ai l'impression... il y a beaucoup de gens qui m'ont dit ça et m'ont dit « Oh là là, j'avais complètement oublié et tel truc, et tel truc, et tel truc. » C'est parce que, oui, je pense une fois que c'est passé, c'est pas forcément toujours une bonne période. Peut-être qu'on oublie un petit peu, on range ça au fond d'un placard dans notre tête et voilà quoi. Puis c'est vrai qu'il y a, parfois aussi dans les discours des adultes, l'adolescence est associée à une période vraiment trouble, vraiment compliquée. Je crois que ce stéréotype, il demeure aussi dans l'image qu'on propose des ados et qui font que finalement, tout le monde se met plus ou moins d'accord pour penser que l'adolescence c'est un passage ingrat et qu'il faut bien passer par là et quitte à, on disait tout à l'heure, parfois c'est les parents qui estiment que ça y est, leur enfant est ado, qu'il est en crise et que donc du coup il va y avoir conflit. Et en même temps, c'est vrai que les conflits sont constitutifs de l'identité. Pour se trouver soi, surtout dans une époque où tout va très vite, où les repères échappent, où il n'y a plus de chemin imposé. Du coup. J'allais dire, historiquement, il y a aussi l'idée qu'il y a eu une culture jeune qui s'est construite comme ça, en fait. Et c'était ça la grande nouveauté après-guerre, c'est que d'un coup, la première fois, ils ont eu droit d'exister en tant que tels, les ados. Donc, je veux dire, ce que vous décrivez là, c'est juste, mais c'est peut-être le revers de la médaille d'un truc qui était positif, qui était de dire les adolescents ont droit d'exister en tant que classe d'âge et on les reconnaît en tant que tels. En 1945, dans le New York Times aux États-Unis, il y a un texte qui est sorti qui s'appelait Déclaration des droits de l'adolescent. Il y avait tout un tas de trucs, on disait voilà, alors c'est plus des enfants, donc il faut quand même les autoriser à faire un certain nombre de choses. Et du coup, je pense que ça a été aussi quelque chose de positif de considérer cette classe d'âge comme étant autonome et différente de l'âge adulte. Voilà. Moi, je voulais juste dire pourquoi finalement les adultes qui s'intéressent à l'adolescence actuelle, c'est tout simplement parce que je pense que l'adolescence est unique selon les époques. L'adolescence de nos parents n'était pas la même que celle qu'on a vécue aujourd'hui. Donc, finalement, évidemment qu'il y a cette séparation-là, évidemment qu'il y a ces questions-là, parce qu'il y a un renouveau à chaque fois, parce qu'on ne vit pas tous à la même époque à cette période-là.
Je pense qu'il y a toujours, à toutes les époques, depuis que l'adolescence existe, il y a toujours eu un regard un peu méfiant, un peu inquisiteur, un peu surpris des adultes sur les ados qui se comportent pas du tout comme ils estiment qu'il serait juste de se comporter. Enfin, je pense que c'est un peu incontournable justement ce sentiment de pas se comprendre, de pas parce que les codes, tout change en permanence et puis c'est de nouveaux codes qui arrivent et puis finalement les ados, ces codes qui se créent là, et c'est ceux qui seront les codes des adultes de demain finalement. C'est vrai qu'il y a quelque chose du passage qui est compliqué à accepter que les choses changent, que le rapport au corps par exemple, c'est vrai que les adultes ils sont souvent apeurés par cette exhibition de l'intimité par exemple des jeunes femmes sur internet, etc. Mais quand on prend la question d'un autre bout, on peut se dire mais en fait elles sont peut-être de plus en plus libérées vis-à-vis de ce rapport au corps. Il y a quelque chose de plus fluide qui se fait. Il y a peut-être moins cette opposition entre le cœur et l'esprit, le corps qu'on va cacher, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est pas si récent dans l'histoire d'oser montrer son corps pour une femme. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, nous on se dit elles vont peut-être trop loin, mais peut-être aussi que on va vers le chemin d'une acceptation plus grande du corps, avec tout ce qui est question de l'épanouissement personnel, de l'entretien du corps et tout ça. Alors sans mettre de côté du tout évidemment tout ce qui est troubles alimentaires complexes, etc. Mais j'ai l'impression que la peur du changement fait que on a tendance à penser que ça va être négatif et qu'il faut pas faire comme ça, quoi. Oui, bonsoir. Pour moi, l'adolescence, c'est à la fois une période de révolution et de liberté. Et c'est un moment où on recrée son identité complètement en se démarquant de l'enfance, où on suit un peu les parents. Et donc, c'est une rupture qui est créée par l'adolescent. Et je suis très surpris dans ce que tu racontes, parce qu'on a l'impression que, du coup, ces adolescentes, en visualisant tant leur vie d'adulte, sont en train de se séparer complètement de leur adolescence, parce que c'est justement une période où on n'est pas censé penser du tout aux adultes. Moi, je ne sais pas, parce que je suis un garçon, du coup c'est peut-être différent des filles, mais mon adolescence, qui du coup je la mets de 14 à 20 ans, c'est 99% de pensée adolescente où je ne pensais qu'à mes pères, et mes parents, j'en avais absolument rien à foutre, l'avenir, j'en avais rien à foutre non plus, et donc je n'avais aucun lien avec le monde adulte. Donc c'est pour ça que je considère que l'adolescence, c'est la renaissance du monde permanente, où c'est la jeune génération qui, en chopant tout ce qui est autour d'eux, essaie de créer quelque chose de nouveau. Ce qui fait que parfois, quand les périodes sont un peu similaires, on se retrouve avec des adolescents qui ne sont pas trop turbulents, et puis quand des périodes sont très différentes, avec des adolescents qui peuvent être un peu turbulents. Mais c'est la nouvelle génération, et je trouve ça hallucinant que tu aies tant de commentaires de filles qui disent on ne sait pas si on va passer aspirateur, on ne sait pas si on va savoir faire ce jeu, alors que elles ne devraient pas y penser. Enfin, j'ai l'impression que c'est parce en fait, je pense que c'est nous qui les obligeons à y penser. Parce qu'elles le disent, qu'elles y tiennent à cet entre-deux, qu'elles aiment leur petite vie d'ado, qu'elles ne sont pas pressées d'être adultes. Mais on leur parle sans arrêt de l'avenir, de attention, vous aurez du mal à trouver du travail. Enfin, moi, parfois, j'ai été sidérée par le discours apparemment de certains professeurs. Je ne généralise pas du tout, mais apparemment certaines, même parmi les bonnes élèves, portaient une pression monstre, parce que même en ayant des bonnes notes, les profs disaient ça va être extrêmement compliqué de trouver du travail. Enfin, on leur met ces craintes-là, et je pense qu'il y a encore 10 ans ou 15 ans, forcément on pouvait profiter pleinement, parce que finalement tout était plus ou moins possible, mais je pense que ces peurs, elles viennent pas naturellement des adolescentes, mais de ce qu'elles entendent à la télé. Et souvent, la crise, elles m'en ont souvent parlé, mais parce que c'est les parents qui parlent de la crise, alors crise d'ado, mais aussi crise économique, et tout va être extrêmement compliqué. Et donc je pense que c'est aussi pour ça qu'elles caricaturent cet âge, parce qu'elles entendent tellement de choses négatives que pour elles c'est l'écueil qu'il faudrait éviter, et puis qu'en même temps elles n'auront pas le choix. Au bout d'un moment il faudra qu'elles se lancent, mais elles expriment régulièrement ce besoin de profiter de l'instant, d'être insouciante, et puis d'avoir le droit de dire je savais pas. Il y en a plusieurs qui m'ont dit ça, c'est vrai qu'être ado c'est bien, parce que en même temps on sait, et en même temps si on se trompe ou si on fait des bêtises, on peut dire
je savais pas, je suis une ado. Il y a cet entre-deux qui est quand même finalement assez confortable et enfin je pense que les deux sont pas incompatibles parce que effectivement cette sphère et puis ces pairs, enfin c'est quelque chose d'hyper important dans cette période où voilà, elles savent pas trop ce qui va se passer et puis bon, elles imaginent que. Bonsoir. En fait, tout à l'heure, vous avez montré une diapo où on voyait des filles qui sentaient. Vous parliez de la grâce et de. J'avais marqué, attendez. Et du glamour qu'une fille cherche à avoir mais qu'elle n'a pas. Et à l'opposé, il y avait une bande de filles à qui elle souhaitait ressembler et qui semblaient avoir une grâce naturelle ou un glamour naturel. Mais comment ça se fait que certaines filles arrivent à avoir cette grâce qui vient de nulle part ou d'autres qui ne l'ont pas du tout et il y a des déterminismes sociaux qui font ça ou psychologiques ou pourquoi en fait? En fait, je crois qu'il n'y a aucune fille qui arrive à avoir cette grâce et qu'elle justement, elle vient pas de nulle part. Je crois que c'est une construction qu'on projette de l'extérieur comme la grâce. Et je pense que ce qui est très pernicieux dans cette idée-là, c'est pour ça que la notion de jeune fille, moi, la jeune fille gracieuse, ça, je la trouve problématique. Parce que justement, elle est d'autant plus dangereuse qu'on dit, si ces jeunes filles sont gracieuses, c'est que c'est quelque chose qui leur vient naturellement, qui leur vient spontanément, elles ont ça en elles. Et en fait, évidemment, non, c'est une construction sociale. Je veux dire, les corps des jeunes filles, pendant des années, des décennies, ils ont été modelés par des corsets. Les années suivantes, ils ont été modelés par la danse. Il y a une manière de construire ce corps-là. Et donc, en fait, je dirais que justement, les représentations qui m'intéressent, c'est celles qui montrent que ce qu'on appelle grâce, qui est censée être la chose la plus spontanée, la plus naturelle, qui est censée aller avec la féminité, ça rejoint des choses plus générales sur qu'est-ce que devrait être une femme, etc. C'est quelque chose qui est complètement construit et qui est un apprentissage. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est les films qui montrent justement soit, par exemple, je pense à un type de film américain qui, en apparence, est hyper normatif, qui impose des choses, c'est le film de relooking, où on voit une fille qui, au départ, est un peu moche. Ça. Et d'un certain côté, on peut se dire, c'est le film le plus cliché possible et tout ça. Et d'un autre, en même temps, je trouve que c'est peut-être plus véridique dans la mesure où, au moins, ça montre que c'est un travail, que c'est un apprentissage, que, à un moment, on va la coiffer, lui apprendre à s'habiller. Et je trouve que les films les plus dangereux, de ce point de vue-là, c'est au contraire ceux qui nous montrent des personnages de jeunes filles supposément parfaitement à l'aise avec leur corps, ou en tout cas, et qui présentent ça comme quelque chose de naturel. Je crois pas, je crois que ça vaut pour les filles et les garçons d'ailleurs, mais je crois pas que quiconque arrive avec à la base, et surtout pendant l'adolescence où le corps se transforme tellement, mais je veux dire ça vaut pour le reste de la vie, avec une perception absolument simple et évidente de son corps, et je crois que la grâce, c'est évidemment pas un truc inné, ça c'est sûr. Voilà, je sais pas si je réponds à votre question, mais voilà. Bon, moi, je profite du micro de façon éhontée. Moi, j'avais une question pour Vanida. Quand tu nous as expliqué que tu avais commencé tes BD à 19 ans, donc peut-être la question s'était moins posée parce que tu étais proche de l'âge de l'héroïne que tu dessinais. Mais plus on vieillit, justement, plus on devient un adulte. Comment tu fais pour justement ne pas avoir peur de retransmettre des clichés ou des choses comme ça? Est-ce que tu as des garde-fous? Non. Tu comptes sur ton génie? Moi, j'avais un souvenir, interne de comment je me tenais adolescente, et je suis pas sûre en plus d'avoir vraiment changé. Alors j'ai cherché, mais j'ai pas d'extrait. Mais Valentine, souvent, elle se tient très mal, elle met ses jambes comme ça, elle s'assoit par terre. Et ça, c'est quelque chose que j'avais en tête et qui me semble encore naturel, quoi. Et c'est comme ça que je l'ai défini comme ça, et après ça m'est resté jusqu'à ce que je sois adulte et que je l'ai dessiné adulte, quoi. Enfin, quand moi j'étais adulte et que j'ai dû la dessiner. Mais après, du coup, parfois je regarde, j'observe, et je vois que c'est toujours la même chose quand les adolescentes, souvent, enfin pas toutes, mais il y en a qui sont voûtées comme ça, ils se tiennent mal, et enfin, ça, c'est aussi des choses qui ne changent pas malgré les générations, quoi. Donc voilà. Il y a toujours une mère qui dit tiens-toi à droite à un moment ou à un autre, fait. En gros. Enfin, moi, j'ai eu le droit à un balai dans le dos une fois, mais ça allait loin. Les boîtes de biscottes pour ne pas écarter les coudes quand on mange.
coup, ce soir, on s'est concentré sur l'adolescente, donc je pense qu'il y a une raison pour ça. Donc, je voulais savoir votre avis sur les doubles standards entre les adolescents et les adolescentes. Ok, je me lance. J'en ai un que je trouve, c'est peut-être le plus évident, mais c'est... alors avec tous les guillemets possibles, parce que c'est déjà dire les choses comme ça, c'est déjà les dire de manière très cliché, mais enfin très construite. Mais la perte de la virginité et la conception de la virginité pour les filles ou les garçons, elle est évidemment complètement différente. Moi, quand j'ai travaillé sur ça dans mon livre, je disais que les garçons, ça se pensait sur la logique du dépucelage. C'est-à-dire, c'est une tare qu'il faut perdre le plus vite possible. Et les filles, en tout cas dans les clichés, de la défloration. C'est-à-dire, c'est une espèce de cadeau qu'il faut préserver le plus longtemps possible. Et je pense que cette idée-là, qui est beaucoup, beaucoup véhiculée par les films, même des films, je dirais, soit très grand public, soit très contemporains, soit très indépendants, il y a dans tous ces films-là l'idée que la virginité féminine, c'est un cadeau qu'il faut préserver à tout prix et que la virginité masculine... Et donc... quand on montre que la fille la perd, il faut vraiment que ce soit important, que ce soit romantique. Enfin, on rejoint ce que c'est carrément ce que j'ai pas fait, quoi. Voilà, c'est ça. Bah oui, mais c'est ça. Et du coup, il y a une sorte d'horizon d'attente énorme qui me semble subsister, alors que les garçons, c'est un truc, voilà, il faut s'en débarrasser. Je dis pas du tout, et je pense pas du tout que ce soit le cas, ni dans un sens ni dans l'autre, dans la vie de tous les jours, mais c'est vraiment ça qui apparaît à travers les films. Les films pour ados, pour garçons. En gros, ils s'appellent tous Losing It, La Perdre, des choses comme ça. Et chez les filles, c'est tout de suite une tonalité un peu plus dramatique, tragique. Donc voilà, c'est un exemple de double standard, mais je pense qu'il y en a 200 autres. Donc... Moi, j'ai pris une adolescente parce que c'est ce que j'avais vécu. Du coup, c'était plus simple pour moi de mettre ça en scène. Mais dans une de mes prochaines BD... Du coup, je refais une BD adolescente. Du coup, c'est une fille dans un groupe de garçons. Du coup, il y aura peut-être d'autres parcours, on va dire. J'allais dire d'autres clichés, mais j'espère que ça n'en sera pas. D'autres parcours de garçons adolescents. Voilà. Bon, et bien... Alors, le temps que j'arrive sur scène, c'est moi. Donc, il me reste à remercier chaleureusement Élise Muller, Adrienne Boutan et Vanida pour leur présence ce soir. J'en profite pour vous rappeler donc l'exposition Claire Bretéché. Je vous invite à venir la visiter. C'est libre, en libre accès, gratuit. 2, je vous signale, on les a sortis, donc bien entendu, tous les ouvrages des 3 intervenants ce soir sont dans la bibliothèque. Venez les consulter. Et vous en profiterez pour voir la très bonne sélection bibliographique qu'a fait ma collègue Bernadette Furcy autour de l'adolescence. Voilà, de quoi creuser le sillon qu'on a commencé à tracer ce soir. Je remercie aussi nos techniciens qui ont filmé et éclairé aussi la soirée, qui l'ont filmé. Donc vous la retrouverez dans les archives de la bibliothèque. Et donc il me reste encore une fois à vous remercier toutes les 3 et à vous remercier vous. Merci beaucoup. Bonsoir. Merci.